Il a disparu de ma vie sans fracas, sans adieu, comme quelqu'un qui s'échappe par une porte laissée entr'ouverte. J'étais jeune, trop jeune pour comprendre que certaines absences ne sont pas des oublis, mais des fuites. Un matin, il n'était plus là. Pas de lettres, pas d'explications, seulement des dettes empilées comme des pierres sur ma poitrine, des regards qui me demandaient des comptes que je n'avais pas, et une peur sourde que je ne savais pas encore nommer. À cette époque, je croyais que le silence finirait par tout réparer. Je me trompais. Les années ont passé, et j'ai appris à survivre avec cette absence comme on apprend à marcher avec une cicatrice mal refermée. On m'a dit qu'il avait fui à l'étranger, qu'il avait changé de nom, qu'il était peut-être mort. Chacune de ces versions avait le même effet. Elle m'autorisait à avancer sans réponse. J'ai enterré ce passé pour protéger mes enfants, pour me protéger moi-même. J'ai travaillé, j'ai élevé ma famille, j'ai fait semblant de croire que certaines histoires peuvent vraiment se terminer sans explication. Mais le passé a une patience implacable. Il attend. Le jour où tout a basculé, ce n'est pas son nom qui est apparu en premier. C'est un mot. Enlèvement. Un mot sec, brutal, qui s'est abattu sur notre famille comme une tempête soudaine. Les téléphones ont sonné, les voix se sont croisées, et le temps s'est mis à courir trop vite. J'écoutais sans comprendre, le cœur serré, incapable de relier ce drame à ma propre histoire. Et puis, au détour d'une phrase, son nom a été prononcé. Celui que je n'avais plus osé dire depuis des décennies. Mon ex-mari, comme une ombre qui revient se poser exactement là où on l'avait enfoui. À cet instant précis, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi, pas avec compassion, avec suspicion. Comme si ce lien ancien faisait de moi une pièce à conviction. J'ai parlé, doucement, pour dire que ce n'était pas un hasard, que cet homme n'avait jamais disparu par accident, que son silence avait toujours eu l'odeur de la fuite et du danger. Mes mots sont tombés dans un vide glacial. On m'a répondu que je mélangeais tout, que j'étais prisonnière d'un passé que je n'avais jamais su digérer. On a souri, parfois. On m'a dit que le choc me faisait perdre le sens des réalités. Je me suis tue. Pas parce que je doutais, mais parce que j'ai reconnu ce mécanisme cruel. Celui qui transforme une femme en témoin gênant. Une femme trop marquée par son histoire, pour être crédible. J'ai vu les chuchotements commencer, les phrases interrompues quand j'entrais dans une pièce. J'étais redevenue celle qui exagère, celle qui voit des liens là où il n'y en aurait pas. Pourtant, au fond de moi, une certitude s'installait, froide et immobile. Si son nom était revenu à la surface, ce n'était pas pour rien. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. J'ai revu chaque détail de notre jeunesse, chaque colère contenue, chaque peur que j'avais minimisée pour continuer à vivre. Je me suis rappelé ces absences soudaines, ces silences prolongés, cette manière qu'il avait de disparaître quand les choses devenaient sérieuses. À l'époque, je croyais à l'immaturité. Aujourd'hui, je voyais autre chose. Un schéma, une logique. Et cette logique me menait droit vers le crime dont on parlait à la télévision, celui qui secouait désormais ma famille. Quand j'ai osé évoquer ces souvenirs, on m'a répondu avec une lassitude déguisée en bienveillance. On m'a dit que j'étais fatiguée, que la peur me faisait inventer des connexions. Quelqu'un a même eu le courage de me dire que je devais tourner la page. Enfin, ces mots, je les avais déjà entendus toute ma vie. Mais cette fois, ils sonnaient comme une injonction à me taire, à laisser les autres décider de la vérité pendant que je ravalerais la mienne. Pourtant, plus on me demandait de me taire, plus les signes se multipliaient. Des détails incohérents, des informations qui ne collèrent pas, des réactions trop rapides quand je posais certaines questions. J'ai compris alors que ce retour n'était pas seulement celui d'un homme disparu, mais celui d'un passé qu'on avait arrangé pour qu'il reste invisible. Et moi, sans le vouloir, j'étais devenue le lien vivant entre hier et aujourd'hui. Une gêne, un risque. Ce premier jour, cette première secousse, a marqué le début d'autre chose. Je ne savais pas encore jusqu'où cette histoire allait me mener, ni combien de personnes allaient tenter de me faire passer pour folle. Mais je savais une chose avec une clarté douloureuse. Mon ex-mari n'avait jamais vraiment quitté ma vie. Il attendait simplement le moment où son nom, enfin, ferait assez peur pour qu'on refuse de l'entendre. À partir de ce moment, j'ai cessé de chercher l'approbation des autres. J'ai compris que si je voulais comprendre ce qui se passait, je devais avancer seule, avec cette lucidité que l'on développe quand on a déjà survécu à trop de silence.
Le nom de mon ex-mari résonnait désormais partout, dans les conversations chuchotées, dans les journaux, dans les couloirs des institutions où l'on parlait de l'enquête. Et chaque fois que je l'entendais, quelque chose en moi se refermait, comme une porte qu'on claque pour ne pas laisser entrer la peur. La famille vivait dans une tension constante. Les nuits étaient courtes, les journées longues, et la moindre sonnerie de téléphone provoquait un sursaut. Pourtant, au milieu de ce chaos, je percevais une chose que les autres refusèrent de voir. Ce n'était pas seulement l'angoisse qui les paralysait, c'était le déni. Admettre que cet homme, disparu depuis si longtemps, puisse être lié à un crime aussi grave, c'était reconnaître que le passé n'était jamais vraiment mort. Et cela, beaucoup ne le supportaient pas. Lorsque j'ai commencé à évoquer des détails concrets, on m'a opposé des regards lassés. On me rappelait que j'avais été jeune, amoureuse, influençable. On suggérait que mes souvenirs étaient déformés par le temps. Cette manière de me réduire à une femme émotionnelle, incapable d'analyse froide, m'a profondément blessée. J'avais vécu avec cet homme. J'avais connu ses colères muettes, ses absences inexpliquées, ses fréquentations douteuses. Ce n'était pas de l'imagination, c'était de la mémoire. Un après-midi, alors que je rangeais de vieux papiers, j'ai retrouvé un document que je croyais perdu. Un contrat, signé à l'époque de notre séparation, mentionnant des noms que je n'avais jamais reconnus. À l'époque, j'avais signé sans poser de questions, pressé d'en finir. Aujourd'hui, ces noms faisaient écho à ceux cités dans l'enquête. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce n'était plus une intuition. C'était un lien tangible, noir sur blanc. J'ai montré ce document à un membre de la famille, cherchant simplement à être entendu. La réaction a été violente. On m'a accusé de vouloir attirer l'attention, de raviver des blessures inutiles. J'ai compris alors que la peur avait changé de camp. Ce que je tenais entre mes mains dérangeait. Pas seulement parce que cela pointait vers un homme dangereux, mais parce que cela remettait en cause le confort des certitudes. Il était plus simple de me faire taire que d'affronter ce que cela impliquait. La police, elle aussi, oscillait entre intérêt et scepticisme. On notait mes paroles, on rangeait mes documents, mais on me regardait toujours comme l'ex-épouse, celle dont le témoignage est forcément teinté d'amertume. J'ai appris à parler sans insister, à déposer les faits comme on pose des pierres, une à une, sans chercher à convaincre. Je savais que le temps ferait le reste. La vérité n'a pas besoin de voix forte pour exister. Pendant ce temps, les informations se précisaient. On parlait d'un réseau, de complicités anciennes, de méthodes qui n'avaient pas changé malgré les années. Chaque nouvelle révélation me ramenait à cette époque où je vivais avec lui, à cette sensation diffuse de danger que je n'avais jamais su expliquer. J'avais cru m'en être sortie. En réalité, j'avais seulement pris de l'avance. Lui, il avait continué sa route dans l'ombre, jusqu'à ce que cette ombre rattrape les miens. Un soir, quelqu'un m'a appelé d'un numéro inconnu. La voix était calme, presque polie. On m'a conseillé de laisser le passé tranquille, de ne pas chercher à comprendre ce qui me dépassait. J'ai raccroché sans répondre. Ce simple appel a confirmé ce que je savais déjà. Si l'on cherchait à me faire peur, c'est que j'étais sur la bonne piste. Et cette certitude m'a donné une force inattendue. À la fin de cette période, je n'étais plus seulement une femme confrontée à son passé. J'étais devenue un témoin gênant, porteur d'une mémoire que certains auraient préféré voir disparaître à jamais. Les regards autour de moi avaient changé. On ne me traitait plus comme une femme fragile, mais comme une menace silencieuse. Et dans ce basculement discret, j'ai compris que l'histoire que j'avais tenté d'oublier pendant toute une vie n'en était qu'à son commencement. À mesure que l'enquête avançait, je sentais le sol se dérober sous les certitudes de ceux qui m'avaient demandé de me taire. Ce n'était pas spectaculaire, pas immédiat. C'était une succession de petites fissures, une date qui ne coïncidait pas, un témoignage corrigé, une présence signalée là où l'on jurait qu'il n'y avait personne. Et chaque fissure revenait obstinément vers le même point d'origine. Lui, mon ex-mari, l'homme qui avait disparu de ma jeunesse comme on efface une ardoise, laissant derrière lui des dettes et des peurs sans explication. J'ai commencé à consigner mes souvenirs avec une précision nouvelle, pas pour me convaincre, mais pour ne pas me laisser détourner. Je notais les horaires, les lieux, les phrases exactes qu'il utilisait autrefois. Cette manière de promettre sans s'engager, de rassurer sans jamais expliquer. Je me souvenais de ses fréquentations, de ces hommes qui n'entraient jamais chez nous, mais l'attendaient en bas, moteur allumé. À l'époque, je détournais le regard pour protéger mes enfants. Aujourd'hui, ces images revenaient avec une netteté cruelle.
Elles formaient un motif que je ne pouvais plus ignorer. La famille, elle, s'enfonçait dans une colère confuse. On cherchait des responsables ailleurs, n'importe où. On parlait d'erreurs policières, de coïncidences, de malchance. Chaque fois que je tentais de ramener la conversation vers lui, on changeait de sujet. J'ai compris que reconnaître mon intuition revenait à admettre une faute collective, celle de m'avoir fait taire, de m'avoir reléguée au rang de femme du passé. Cette résistance me blessait, mais elle me confirmait aussi que je n'avais plus le droit d'abandonner. Un soir, j'ai reçu un message bref, sans signature. Il évoquait un lieu précis, un entrepôt en périphérie, abandonné depuis des années. Rien d'autre. Pas de menace directe, pas de demande. Un simple indice, jeté comme on lance un défi. J'ai hésité longtemps avant d'en parler. Puis j'ai compris que garder cette information pour moi serait une erreur. Je l'ai transmise, sans commentaire, comme un fait brut. Pour la première fois, on m'a écouté sans m'interrompre. Les jours suivants ont été marqués par une tension presque électrique. Les policiers revenaient plus souvent. Les questions devenaient plus ciblées. On me demandait des détails précis sur ses habitudes, ses peurs, ses réactions sous pression. Ce changement de ton m'a frappé. On ne cherchait plus à évaluer ma crédibilité. On l'acceptait. Et avec cette reconnaissance tardive est venue une autre forme de douleur. Celle de savoir que tout cela aurait peut-être pu être évité si l'on m'avait cru plus tôt. Dans la famille, les regards ont commencé à se détourner de moi pour se poser ailleurs. Les soupçons glissaient, lentement. Certains évitaient désormais de prononcer son nom. D'autres, au contraire, semblaient obsédés par lui, comme s'ils tentèrent de comprendre comment un homme disparu depuis si longtemps avait pu rester si proche. Je me tenais à l'écart de ces discussions. J'avais compris que la vérité, quand elle s'approche, a besoin de silence pour respirer. Puis, il y a eu cette confrontation indirecte. Une photo, retrouvée lors d'une perquisition, où je l'ai reconnu sans hésiter. Plus vieux, amaigri, mais intact dans sa posture. La même façon de se tenir légèrement en retrait, prêt à disparaître à la moindre alerte. En voyant cette image, je n'ai pas ressenti de surprise. Seulement une confirmation glaciale. Il n'avait jamais cessé d'être celui que j'avais fui. Il avait simplement appris à se cacher mieux. À partir de là, tout s'est accéléré. Les pièces s'imbriquaient avec une précision presque douloureuse. Les lieux, les dates, les complices. Chaque élément validait ce que j'avais pressenti depuis le début. Mon ex-mari n'était pas un nom apparu par hasard dans cette affaire. Il en était un rouage central. Et son retour brutal dans ma vie n'était pas une coïncidence, mais la conséquence directe de ce qu'il avait choisi de devenir. Quand cette évidence s'est imposée à tous, un silence lourd a envahi la famille. Personne ne m'a regardé, pas par mépris, mais par honte. J'ai compris que ce silence était une forme d'aveu. On avait préféré douter de moi plutôt que d'affronter la réalité. Et maintenant que cette réalité se dressait devant nous, il n'y avait plus rien à dire. À la fin de cette étape, je me suis sentie étrangement calme. Pas soulagée, pas victorieuse, juste lucide. Je savais que le plus difficile restait à venir. La révélation publique, les conséquences, la justice. Mais je savais aussi que je n'étais plus seule face au doute. La vérité avançait, désormais visible, et elle ne pourrait plus être renvoyée dans l'ombre d'où elle venait. La révélation décisive ne s'est pas faite en une seule phrase, ni en un seul document. Elle a pris la forme d'un enchaînement implacable, comme si la vérité avait décidé d'avancer sans se cacher davantage. Le jour où l'on m'a demandé de venir identifier une voix enregistrée, j'ai su que nous avions franchi un seuil. Dans une petite salle froide, sans fenêtre, on a lancé l'audio. Quelques secondes ont suffi. Cette intonation, cette manière de couper les mots, je l'aurais reconnue entre mille. Mon ex-mari. Malgré les années, malgré la distance, malgré tout ce que j'avais tenté d'oublier, son empreinte était intacte. Je n'ai rien dit tout de suite. Je me suis contentée de hocher la tête. Les policiers ont échangé un regard bref, lourd de sens. À cet instant, quelque chose s'est inversé définitivement. Je n'étais plus celle qu'on écoutait par précaution. J'étais devenue une clé, une source, une mémoire vivante que l'enquête ne pouvait plus ignorer. Et ce basculement, aussi tardif soit-il, m'a donné une sensation étrange, celle d'avoir enfin été replacée à ma juste position. Les preuves se sont ensuite accumulées avec une rapidité presque brutale. Des comptes liés à des prête-noms, des déplacements dissimulés, des communications effacées mais récupérées. Chaque élément venait confirmer ce que j'avais senti dès le premier jour. Son retour n'était pas accidentel. Il s'était rapproché,
lentement, méthodiquement, attiré par une opportunité criminelle qu'il croyait maîtriser. Le rapt n'était pas improvisé. Il faisait partie d'un plan plus vaste, dans lequel les liens familiaux n'étaient qu'un levier parmi d'autres. Quand son rôle a été officiellement établi, la famille a vacillé. Certains se sont effondrés. D'autres ont réagi par la colère. J'ai observé tout cela avec une distance que je ne me connaissais pas. Pendant des années, j'avais porté la charge émotionnelle pour tout le monde. À présent, je laissais chacun affronter sa part de vérité. Il n'y avait plus de place pour les demi-mots, ni pour les doutes confortables. On m'a demandé pourquoi je ne l'avais jamais dénoncé plus tôt, pourquoi je n'avais rien dit à l'époque. La question était posée sans accusation, mais elle m'a traversée comme une lame ancienne. J'ai répondu simplement. J'avais eu peur. Peur pour mes enfants, peur des représailles, peur de ne pas être cru. Et surtout, j'avais cru qu'en le laissant disparaître, je nous protégeais tous. Cette croyance, je la payais aujourd'hui, mais elle n'effaçait pas ce que j'avais vécu. La confrontation finale n'a pas eu lieu dans une pièce sombre, face à face. Elle s'est faite à distance, par dossiers interposés, par décisions judiciaires, par un nom inscrit noir sur blanc comme responsable. Je n'avais pas besoin de le voir. L'homme que j'avais connu existait désormais uniquement à travers ses actes, exposés sans filtre. Et cette exposition a fait plus que n'importe quel cri. Elle a détruit l'illusion qu'il entretenait depuis des décennies. Lorsque la vérité a été rendue publique, certains sont venus me voir. Pas pour s'excuser clairement, mais pour reconnaître, à demi-mot, qu'ils s'étaient trompés. Je les ai écoutés sans ressentiment. La reconnaissance tardive a un goût amer, mais elle reste nécessaire. Elle marque la fin d'un mensonge collectif. Et pour moi, elle signifiait surtout une chose. Je n'étais plus seule à porter cette histoire. À la fin de cette révélation, je me suis sentie vidée, mais droite. Le passé ne pesait plus de la même manière. Il n'était plus une honte silencieuse, mais un fait établi, intégré à une vérité plus grande. Mon ex-mari avait refait surface lié à un crime, et ce lien, enfin reconnu, avait transformé mon ancienne douleur en élément de justice. Rien n'effaçait les années perdues, mais quelque chose s'était rééquilibré. Il restait encore une étape, la dernière, celle où la justice irait jusqu'au bout, et où je pourrais, enfin, refermer cette histoire sans détourner le regard. La justice est arrivée sans éclat, mais avec une fermeté que je n'avais jamais connue auparavant. Le jour où l'on m'a confirmé que mon ex-mari avait été arrêté, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai simplement fermé les yeux quelques secondes, comme pour vérifier que mon corps tenait encore debout. Pendant des années, cet homme avait été une ombre, une absence lourde, jamais expliquée, jamais réglée. Et voilà que cette ombre prenait enfin une forme précise, encadrée par des faits, des preuves, des décisions irréversibles. L'enquête a révélé ce que je redoutais et ce que je savais déjà, au fond. Son implication n'était pas marginale. Il n'avait pas été entraîné malgré lui. Il avait organisé, coordonné, utilisé des liens anciens pour parvenir à ses fins. Le rapt n'était pas un dérapage, mais l'aboutissement logique d'un parcours criminel commencé bien avant sa disparition de ma vie. En découvrant cela, j'ai ressenti une douleur sourde, mais aussi une étrange cohérence. Tout ce qui m'avait semblé confus autrefois trouvait enfin sa place. Quand la vérité a été rendue publique, les regards autour de moi ont changé. Plus personne ne me parlait comme à une femme obsédée par le passé. Plus personne ne minimisait mes souvenirs. Ceux qui m'avaient demandé de tourner la page ont compris que cette page n'avait jamais été refermée, simplement ignorée. Certains se sont excusés, d'autres ont préféré se taire. Je n'ai exigé ni l'un ni l'autre. La justice, cette fois, n'avait pas besoin de mots supplémentaires. Dans la famille, le choc a été profond. Il a fallu accepter que le danger venait de l'intérieur de notre histoire et non d'un hasard cruel. Cette prise de conscience a laissé des traces, mais elle a aussi libéré quelque chose. La peur diffuse, sans nom, a été remplacée par une réalité claire, dure mais claire. Et dans cette clarté, chacun a dû assumer sa part de déni, ses silences, ses aveuglements. Pour moi, ce moment a marqué la fin d'un long combat intérieur. Je n'avais jamais cherché à me venger. Je n'avais jamais souhaité le voir tomber pour réparer ce qu'il m'avait fait subir. Ce que je voulais, c'était que la vérité existe officiellement, sans que l'on puisse encore la tordre ou la nier. Et cela, je l'avais obtenu. Mon histoire n'était plus une rumeur, ni une version personnelle. Elle était devenue un fait,
Je repense parfois à la jeune femme que j'étais quand il a disparu, à cette peur constante, à cette sensation de marcher sur un sol instable sans savoir pourquoi. J'aurais voulu lui dire que ce silence n'était pas une faiblesse, mais une survie, que le temps viendrait où elle pourrait enfin parler sans être écrasée par le doute des autres. Ce temps a été long à venir, mais il est arrivé. Aujourd'hui, je vis avec une paix que je n'avais jamais connue. Pas une paix joyeuse, mais une paix solide. Celle qui naît quand on cesse de porter une histoire qui n'est plus la nôtre à défendre. Mon ex-mari appartient désormais à un dossier judiciaire, à une suite de faits consignés, à une responsabilité clairement établie. Il ne fait plus partie de mon présent, ni de mon avenir. Si je garde une certitude de tout cela, c'est que la vérité peut rester enfouie très longtemps, mais qu'elle finit toujours par refaire surface. Parfois au pire moment, parfois au prix de grandes douleurs. Mais quand elle revient, elle remet chacun à sa place. Elle rend la parole à ceux qu'on avait fait taire. Elle transforme la honte en clarté et la douleur ancienne en justice. Et moi, après toutes ces années, je peux enfin regarder en arrière sans baisser les yeux. Parce que je sais désormais que je n'ai pas survécu pour rien.